Et la banque pour faciliter la vie. 15h30 sur LCI, avant de parler des dernières informations sur cette attaque de drone hier dans le port de Sébastopol et sa conséquence immédiate par les Russes en rétorsion. Ils ont bloqué à nouveau ces exportations de céréales. On va rester sur le terrain quelque temps en Ukraine, à Bakhmut, dans la région de Donetsk, où les Ukrainiens résistent vaille que vaille à l'assaut des Russes. Essentiellement, on le sait, de la milice Wagner qui s'est fait un point d'honneur de reprendre cette bourgade. Notre envoyée spéciale Marie-Hélène Méli a rencontré ces hommes qui se battent pour tenir cette ligne de front coûte que coûte. Elle a été frappée par le manque de moyens dont ils disposent. Regardez. Oui, les combats sont extrêmement violents à Bakhmut, qui est une ville dans laquelle les Russes ne sont jamais parvenus à rentrer. Nous avons suivi avec Swazik Houlier la brigade de défense anti-aérienne de Bakhmut, qui joue un rôle essentiel dans la préservation de cette ville stratégique. Et ce qui nous a frappé pendant ce tournage, c'est d'abord l'extrême jeunesse des soldats qui se battent pour cette ville. Ils sont entre 20 et 25 ans pour la plupart et sont prêts à sacrifier leur vie, leur jeunesse pour défendre Bakhmut. Ensuite, ce qui nous a également marqué, c'est la vétusté des véhicules utilisés par l'armée ukrainienne. Nous les avons suivis sur la première ligne de front et ils utilisaient leurs camions de défense antiaérienne soviétiques qui datent des années 60, qui est difficile à manier. Pendant l'opération, ils ont dû s'y reprendre à 2 fois pour pouvoir tirer. Un problème de canon apparemment, ce qui prouve bien qu'ils ont besoin de nouvelles armes, de véhicules modernes pour pouvoir continuer à se battre comme ils le réclament depuis maintenant plusieurs semaines. Enfin, ce qui nous a le plus étonné, c'est la présence d'habitants quasiment sur la ligne de front qui continuent à vivre, à circuler et parfois à entraver la circulation des véhicules militaires qui se rendent sur leur position de tir. La situation est toujours très tendue dans la région. Cette nuit, nous avons été réveillés avec Swazik Houlier par une explosion qui a eu lieu à 1 kilomètre seulement de l'hôtel où nous séjournions. Alors 2 choses dans ce que soulève Marie-Hélène, ces moyens insuffisants dont dispose l'armée ukrainienne et puis cette cohabitation de facto entre soldats et habitants de la ville de Bakhmut, qui est donc la cible de bombardements quotidiens. Il y avait 70 000 habitants dans cette ville avant le début de la guerre. Ils sont toujours, selon les estimations, au moins 35 000. Et ça donne ce genre de scène dans la vie quotidienne des habitants. Une dame partie acheter du pain pendant 1 heure et qui est revenue, elle a trouvé son salon dans cet état-là. Un missile est littéralement, vous voyez la tête de ce missile, littéralement tombé dans son salon. Elle s'appelle Madame Karchenko et elle a répondu aux questions de l'AFP. Écoutez-la. Je suis allée par hasard chercher du pain, la connexion téléphonique était là, et là la sœur de mon mari m'a appelée. Vous savez, nous sommes habitués à de telles conditions d'une certaine manière. C'est effrayant quand c'est le silence, mais quand il y a des tirs d'obus, au moins vous pouvez entendre où ils vont. Mais bien sûr, c'est effrayant pour toutes les personnes normales. Voilà, c'est bien ce que nous disait notre envoyé spécial. Le courage et le sang-froid de cette femme qui déjà a frôlé la mort et qui retrouve son salon dans cet état-là, c'est absolument incroyable. Oui, dans cette région-là, les gens ils sont très habitués à ce genre de scène. Par exemple, on était à Kiev le lendemain ces attaques du 10 octobre et on avait vu la frayeur dans les yeux des habitants qui se sont retrouvés avec juste la moitié de l'appartement complètement détruit. Là, on voit effectivement le sang-froid et c'est le sang-froid qui a forgé la nation ukrainienne, parce qu'actuellement, 8 mois plus tard du début de la guerre, personne n'a peur finalement des attaques. Les gens ils sont très déterminés bon, la région de Donetsk, ça reste une région compliquée, il ne faut pas le cacher. Même les militaires ont partagé leur témoignage du fait qu'il y avait des personnes qui donnaient les positions des Ukrainiens aux Russes. Cependant, la plupart des oui, vous dites c'est compliqué au niveau de la population. Il y a des pro-russes aussi dans ces régions-là. Oui, il y a des gens qui regardent la télévision et qui sont transformés. Ce sont la population à 50 plus qui malheureusement a eu un impact de la propagande
autant de Russes qui pensent que c'est mieux de vivre sous la dictature. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'agissant de Bakhmout, c'est une population qui est dans un territoire en guerre ou à 2 pas d'un territoire en guerre depuis 2014. Oui, oui. Puisque nous sommes tout près de la ligne de front entre les soi-disant séparatistes, en réalité, du Donbass et le reste de l'Ukraine. Et l'armée ukrainienne. Oui. Oui, donc ça ne sort pas, effectivement, c'est pas une situation nouvelle depuis février. Enfin, néanmoins, bon, les images sont quand même incroyables. C'est spectaculaire, j'allais dire, j'en reste sans voix, ça ne m'arrangerait pas, mais c'est quand même stupéfiant de voir ça. Et ce que vous disiez me fait penser à ce que disait le pape Jean-Paul II quand il était lui-même, en fait, un acteur très important de la lutte contre le bloc soviétique. Il disait, quand il est allé en déplacement en Pologne, il disait « n'ayez pas peur ». Et les Ukrainiens n'ont pas peur. Et ce qui est très étonnant, je trouve, ou très spectaculaire, c'est que toutes les menaces qui sont proférées depuis des mois par Vladimir Poutine et son entourage, l'utilisation de bombes atomiques pour raser Berlin, Londres ou Paris, il y a une sorte ici d'effroi qui gagne, mais on voit bien que les Ukrainiens n'ont pas peur de voir cette femme qui, comme vous le rappelez, depuis presque 9 ans, est presque sur une ligne de front et qui vit normalement et qui n'est pas effrayée parce qu'elle retrouve, on ne la voit pas pleurer alors qu'elle... Elle est incroyable, Madame Karchenko. Alors je dis son nom parce que vraiment, moi je suis sidérée par le courage de cette femme. Elle a un sang-froid extraordinaire. Extraordinaire. Il va falloir battre un peuple qui a cet état d'esprit-là pour les On oublie soldats un russes petit sur peu, le terrain. c'est que tous ces gens-là sont les descendants des Cosaques et que les Cosaques étaient les troupes d'élite de la Russie tsariste. Faut oublier que c'est les Cosaques qui ont conquis l'Alaska et qui sont descendus jusqu'à San Francisco. Et c'était des Ukrainiens. Donc le sang cosaque bouffe chez eux et ça explique un petit peu cet acharnement et ce courage. Parce que les Cosaques étaient des types qui mouraient pour rien. Mais qui étaient d'un courage absolument extraordinaire. Pour conquérir l'Alaska avec une troupe de 200 personnes, il fallait le faire. Ouais. Et un goût de la liberté, oui, pardon. Oui, que les Ukrainiens sont à 25% les descendants de la civilisation de Tripila, qui est une civilisation il y a 8000 ans. Ce sont des personnes qui habitaient, qui se déplaçaient et qui ont eu de la poterie, une histoire beaucoup plus profonde. Il a fallu se défendre contre tout le monde. Et mais quand même, ça rajoute de l'histoire à la résistance ukrainienne aussi. Oui. Et ce qui est étonnant en Ukraine, c'est que à l'échelle du pays, l'ensemble des Ukrainiens ne sont pas loin de là des descendants des Cosaques, mais l'esprit cosaque, qui n'est pas seulement l'esprit du courage, mais aussi l'esprit de l'autogouvernement. Les Cosaques, c'était une espèce de démocratie militaire très jalouse de son autonomie, et cet esprit se retrouve partout en Ukraine, chez des gens qui peuvent venir de très divers horizons. Il ne faut pas oublier la première constitution, excusez-moi, de Philippe Orlik, qui date de 1790 aussi. Bon, évidemment, on salue le courage de ces gens, et puis on salue aussi le courage de nos équipes qui sont quand même sur place. Vos équipes notamment Marie-Aline Mélier et Soisy Coulier. On en vient bien sûr à cette attaque de drone à Sébastopol, celle qui a provoqué l'arrêt des exportations de grains. Alors on en sait un peu plus côté russe sur les informations dont ils disposent et qu'ils veulent bien communiquer, à savoir si effectivement elles peuvent être prises au sérieux ou pas. En tout cas, ces drones, selon Moscou, auraient emprunté le corridor sécurisé voué au transport de céréales. Il y en avait 9. On rappelle que les dégâts ont été mineurs. Vous trouvez ça un peu gros, Jérôme Poirot? Je vous vois réagir. Oui, peut-être. Alors attendez, je termine. L'un de ces drones serait parti d'un navire civil. On sait que c'est effectivement le prétexte qu'a saisi Moscou pour stopper ces exportations de grains. Les Britanniques seraient à la manœuvre et auraient donc utilisé ce corridor de céréales pour attaquer la marine russe. Alors allez-y, votre réaction. Oui, peut-être, mais enfin c'est un acte de guerre et non pas un acte terroriste comme ça a été dit par le porte-parole de l'armée russe hier. Et c'est une attaque qui est à la fois très spectaculaire et qui montre la faiblesse quand même de l'armée russe. Ce sont quand même plusieurs bâtiments de la marine russe qui ont été attaqués avec, semble-t-il, une combinaison de drones aériens et de drones sous-marins. Et donc, c'est quand même très très loin de la ligne de front. Ce n'est pas les premières attaques
ukrainienne en Crimée, mais ça montre le fait que l'armée russe est subie, en fait, en permanence. Alors effectivement, ça crée un prétexte pour remettre en cause l'accord sur les céréales, mais... C'est pas rien, hein, on va voir les conséquences très importantes de ce retrait. C'est une victoire de plus de l'armée ukrainienne qui a... Oui, vous nous dites qu'il ne faut pas oublier ce côté-là, cet aspect-là de la chose, qui est que l'armée ukrainienne peut frapper le port de Sébastopol. Oui, Christian Maigrelis. Oui. Et quant à la marine russe, ça a toujours été une des plus mauvaises du monde. Ah bon, alors ça... Et en plus, il faut Il y a une savoir... tradition gagné une seule bataille, catastrophique. Ils ont une tradition catastrophique. Attendez, avant... Oui, allez-y. Oui, enfin, juste dans cet accord trilatéral qui était signé par la Turquie, la Russie et les Nations Unies, il n'y a pas l'Ukraine. Donc, en fait, l'Ukraine n'a pas des obligations à rendre à la Russie, finalement. Donc, et là, tout à fait légitime à attaquer... les territoires qui... oui, vous nous dites que ce n'est pas en violation de l'accord qui a été signé sous l'égide de l'ONU. C'est un faux prétexte de A à Z. Et d'ailleurs, c'est de tactique des Russes dans laquelle on ne devrait même pas rentrer le petit doigt, qui est de prendre les actions militaires victorieuses de l'Ukraine comme des offenses. Et des actes terroristes. Et des actes terroristes et offenses qui exigeraient une réaction à la hauteur. On a dit que c'est à cause du bombardement, enfin de la destruction partielle du pont de Kerch que les bombardements d'infrastructures civiles sur toute l'Ukraine ont été déclenchés 2 jours après. Il ne faut pas rentrer dans cette dialectique. Alors, et ce qui compte, c'est l'impact mondial désastreux de cette interruption des exportations. Absolument, et on va y revenir. Avant cela, on accueille à distance Patrick Martin-Genier. Bonjour, merci d'être avec nous. On apprend aussi que ces drones auraient des modules de navigation fabriqués au Canada. Alors après les Britanniques, les Canadiens se retrouvent également mêlés à l'histoire. Alors déjà, avant qu'on parle de cet arrêt d'exportation et de ses conséquences avec vous, quelle est votre réaction à cette dernière information ? Écoutez, bien sûr, les Canadiens sont présents, les Britanniques sont présents. Heureusement, je dirais qu'effectivement que les Occidentaux, l'OTAN sont des États présents, sans quoi l'Ukraine ne pourrait pas faire de contre-offensive. Et il a été clairement dit que la Crimée constitue encore un objectif, car les autorités ukrainiennes ne renoncent pas à reprendre le contrôle de la Crimée. Donc, si effectivement cela est vrai, il faut toujours se méfier avec les Russes, parce qu'on n'est pas non plus à l'abri d'une provocation. D'ailleurs, cette frappe pourrait a servi directement aux Russes pour dire qu'il fallait mettre un terme à cet accord céréalier. Je dirais bien évidemment que les drones de fabrication peut-être canadienne, il y a aussi les Turcs, il ne faut pas oublier, servent en effet à cette contre-offensive ukrainienne. Alors, ce qui vient d'être dit, effectivement, les Russes qualifient ça d'opération terroriste. Pourquoi ? Parce que depuis que l'ensemble des autres territoires ont été annexés, de fait la Crimée l'est également, les Russes considèrent que dès lors qu'il y a une frappe sur des territoires annexés, c'est une frappe dite terroriste, ce qui leur permet éventuellement d'envisager des représailles encore plus terribles que celles que nous avons vues jusqu'à présent, et ces représailles pourraient être, c'est peut-être le cas à Kherson par exemple. On avait donc 9 véhicules aériens sans pilote, des drones, et on avait des drones maritimes autonomes. On a déjà utilisé ces engins-là au cours de ce conflit ? Des sortes de torpilles, oui. Oui, je ne crois pas, mais ça montre la maîtrise par l'armée ukrainienne de ces drones sous-marins, ce qui n'est pas rien. C'est la raison pour laquelle il y avait des hélicoptères russes en Crimée qui partaient à la chasse hier de ces drones sous-marins. Donc oui, avec des éléments peut-être électroniques canadiens, mais enfin le Canada est un soutien indéfectible de l'Ukraine. C'est le premier pays occidental à avoir reconnu l'indépendance de l'Ukraine. Et puis de son côté, la Russie utilise des drones iraniens, non pas pour frapper des objectifs militaires, mais pour frapper des objectifs civils. Donc c'est toujours assez fascinant finalement que d'entendre la propagande russe sur tous les événements qui se passent durant cette guerre. Alors, ce qui m'étonne le plus, c'est que les bateaux russes qui sont à Sébastopol, qui devraient être du dernier cri, n'ont pas d'artillerie pour anti-drone.
Enfin, dans tous les bateaux du monde aujourd'hui, il y a des batteries anti-drones. Alors, ils se sont défendus tout de même. Hein. Les drones, certains d'entre eux ont été abattus. Oui, mais pas beaucoup. Oui, deux. Oui. Qui ont été abattus. Ça prouve la vulnérabilité de la flotte de la marine russe. Oui. Sachant que c'est elle qui est menacée en premier par les États-Unis en cas d'attaque non conventionnelle. Et c'est peut-être pas un hasard. Non, s'il n'y avait pas les sous-marins, la Ouais. marine russe, ça serait nul. Bon, il y a les sous-marins, évidemment. Effectivement, ils sont peut-être pas à Sébastopol en ce moment. Alors, la conséquence importante de tout cela, c'est l'arrêt de ces exportations de céréales. Ça y est, c'est fait. Un navire chargé de 40 tonnes de céréales qui aurait dû partir pour l'Éthiopie est bloqué. C'est donc la conséquence immédiate de ce qui s'est déroulé hier. Les risques de famine sont importants. On va écouter l'analyse qu'en fait Michel Portier, président d'Agritel, et on parle de ses conséquences pour le monde juste derrière. La famine dans le monde, elle existe depuis bien longtemps. Alors, est-ce qu'elle va s'accentuer? Probablement. Maintenant, très clairement, c'est une arme géopolitique qu'utilise Poutine, puisque en même temps, hier, lorsqu'il a annoncé la suspension de cet accord sur le corridor, il a annoncé qu'il donnerait 500 000 tonnes de blé, aux pays les plus pauvres. Je pense que ces 500 000 tonnes de blé vont aller essentiellement en Iran. Du coup, je pense qu'il y aura peut-être un peu de troc entre drones et blé. Et revoilà l'Iran. C'est pas inintéressant, effectivement, cette analyse. Oui, effectivement, il y avait donc un Financial Times qui ont publié leur reportage du fait que la Russie elle utilise des moyens pour contourner la provenance, pour cacher la provenance du blé qui provient de Zaporizhzhia pour le vendre aux pays comme la Syrie, l'Iran et la Turquie. Ouais. Mais ce qui est vraiment effrayant et ignoble dans le comportement russe, c'est que le blé, que ce soit du blé russe ou du blé volé aux Ukrainiens qui sort de la mer Noire, n'est livré qu'à des pays amis de la Russie. Ce dont la Russie accuse d'ailleurs l'Union européenne de s'être rendue coupable. Et pendant ce temps-là, il y a l'Éthiopie, alors vous voyez, 40 millions... 40 tonnes. Alors attendez, j'ai du mal noter. Oui, 40 000 tonnes. Oui, 40 000 tonnes, oui. 40 Non, non. 40 000 tonnes qui étaient destinées à l'Éthiopie. C'est dans des pays comme l'Éthiopie que la faim menace à très court terme et qu'on ne laisse pas l'ONU et en particulier le Programme alimentaire mondial gérer avec les mains libres les exportations de blé ukrainien. C'est quelque chose de monstrueux. Et ce qui est troublant, et il faut y réfléchir, c'est que malgré cela, la Russie, Poutine, conserve une certaine popularité dans les pays du Sud, notamment du fait du rejet de l'Amérique et de la France en particulier, notamment dans l'Afrique, dans le Sahel. Les gens veulent énormément à la France d'avoir fait tomber Kadhafi, parce que la Libye est devenue un chaos sans État, à partir duquel non seulement les djihadistes, mais des tonnes d'armes, parce que le régime Kadhafi était surarmé, comme toutes les dictatures, et il y a une propagande très habile qui concentre la responsabilité sur la montée du djihadiste dans le Sahel sur ceux qui ont abattu Kadhafi. Oui. Alors la question quand même qu'on se pose, c'est comment on les relance, ces exportations de céréales, parce qu'on vient de dire à quel point c'était crucial. Patrick Martin-Genier, vous êtes toujours avec nous. Oui. Allez-y. Alors écoutez, moi j'aimerais qu'on cesse d'être naïf avec cet accord céréalier. Si les Russes ont accepté sous l'égide d'Erdogan de conclure cet accord, c'est que cela préservait, défendait leurs intérêts bien compris, notamment celui d'Erdogan qui s'est présenté comme étant un interlocuteur essentiel, mais aussi les Russes. Je viens de voir, et ce qui vient d'être dit sur le plateau, les chiffres des Nations Unies donnés par le secrétaire général, et en effet, c'est moins de 30% de ces exportations de céréales qui sont allées dans les vrais pays, dans les pays qui en ont véritablement
véritablement besoin. Les pays d'Afrique, les pays du Sahel, moins de 30%, plus de 44% sont allés dans des pays qui avaient les moyens de payer ces exportations, dont l'Espagne d'ailleurs. Donc, je veux dire par là qu'on voit bien aujourd'hui que c'est certains pays qui avaient les moyens, et les pays amis, cela vient d'être dit, d'acheter ces céréales, qui ont pu le faire et les acheter. Donc, il y a un problème de moralité, et il est vrai que les Nations Unies ont tenté d'affréter eux-mêmes des bateaux pour aller aider ces pays en voie de développement que la famine guette, premièrement. Deuxièmement, pourquoi les Russes souhaitent mettre un terme à ces exportations? Parce que, rappelez-vous, lorsque cet accord a été négocié, il avait exigé la fin de certaines sanctions occidentales contre la Russie. Ces sanctions, bien évidemment, n'ont pas été levées. Il s'agissait essentiellement des systèmes de paiement internationaux, et il se trouve que pour payer les exportations de céréales russes, eh bien, certains systèmes de paiement ont refusé. Ça crée certaines difficultés. Par ailleurs, les Russes ont rencontré de grandes difficultés pour assurer des bateaux. Les grandes compagnies d'assurance internationales et mondiales ont refusé d'assurer ces bateaux. Donc on voit qu'au final, eh bien, ça ne servait pas leurs intérêts, et qu'aujourd'hui, oui, cela vient d'être dit, ils sont en train d'instrumentaliser cette crise à propos de l'accord céréalier dans les pays en voie de développement pour dire tout cela, encore une fois, c'est de la faute de l'Occident. Merci beaucoup, Patrick Ratajonier. Oui, rapidement, avant qu'on doive... Je pense qu'on peut faire confiance, si j'ose dire, au président turc pour essayer de trouver une solution pour lever ce blocus. Et ce serait quoi? Il y a tout intérêt. Oui, il va sans doute retrouver la place qu'il aime avoir, c'est-à-dire être le grand négociateur dans la crise. Mais que demande la Russie, là, concrètement? Eh bien, sans doute, la Russie obtiendra quelque chose, pas la levée des sanctions, mais vraisemblablement quelque chose. Et il faudrait que l'ONU se bouge, parce que c'est une